François Bon, on est en 1925, vous le savez. On est en train de boucler le premier mois de l'année 1925 en suivant le petit carnet de Howard Phillips Lovecraft. Et évidemment, il va falloir refaire l'opération encore 11 fois pour arriver jusqu'au moment où le 6 janvier 1926, il décidera de repartir à Providence. Mais ce premier mois, j'ai l'impression que ça a été déménagé. Mais oui, on installe tout. On installe la structure, on installe les routines dans l'ordi, on installe nos procédures de recherche. Recherche, c'est un grand mot, mais... j'ai l'impression que dans un premier mois, ce sera sans doute pareil à l'étape des 3 premiers mois. C'est quelque chose un petit peu d'exponentiel, quoi. Ce mois-ci, c'était « Oh, est-ce que tu as un regret, bonhomme, de faire ça ?» Ah non, évidemment. Ça fait 10 ans que je cogitais à ce truc. Il fallait bien une grosse poussée là-dedans. Je ne prononce pas des gros mots. Et qui me pousse? On est pas loin de 80, là, comme ça. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui regardent la vidéo, mais ils veulent pas. Ils préfèrent ça qu'aller voir dans les PDF. Et pourtant, ceux qui reçoivent les PDF chaque matin dans leur email, ils me disent « Ah ben ça, le PDF, j'y suis accro, mais... des fois, j'ai pas le temps de regarder la vidéo. » Vous voyez, ça y est, là, on est entré dans quelque chose. Et là, je pensais faire, comme tous les jours, comme on a maintenant pris l'habitude. Non, il n'y a pas d'habitude, puisque justement, c'est un homme qu'on tient là, dans nos mains, un homme tout tremblant. Vous savez, le reclus de Providence, il apparaît que l'image n'est pas si simple que ça. Et pourtant, ce grand chamboulement de la littérature fantastique en ce début du XXe siècle, à l'égal de Kafka ou de Borges plus tard, et ça s'appelle Howard Phillips Lovecraft, et c'est ça, l'énigme, là. C'est parce que c'est l'énigme qu'on y va? Non, parce que c'est un chantier archéologique complètement incroyable, parce qu'on a tout. Hier, il a fait la vaisselle. Tu crois que ça t'intéresse? Ouais, vous allez voir pourquoi. Justement. Alors, aujourd'hui, là, avant de commencer, on est là, le 30 janvier, il ne reste plus qu'un seul là, pour boucler le premier mois. Eh bien, moi, il avait fallu que je rebosse sur le 28, celui d'avant-hier. Et tout de suite, comme on fait, vous allez voir, ça va être un petit peu autrement aujourd'hui. Ordi. Alors, ce 28 janvier, donc hier pour moi qui enregistre pour demain, et puis aujourd'hui pour vous hier pour vous qui le regardez. Ça y est, tu vois, dans la panade. Bon, en tout cas, c'est celui du 28 janvier que j'ai propulsé hier, puisqu'aujourd'hui c'était le 29. Je vais trouver une magnifique photo de Woolworth parce que Lovecraft avait retrouvé sa tante Lillian là, à New York et l'avait raccompagnée jusqu'à Grand Central. Eh bien, se dire que c'est ça ce qu'il voyait, toutes ces choses ont été... Évidemment, New York se reconstruit toujours sur lui-même. Et ensuite, je vais le mettre en double page, ce sera mieux. On avait rencontre avec Wheeler Dryden, puis ensuite une mention un peu obscure, Used China, et puis justement que monsieur faisait la vaisselle. Alors par exemple sur Wheeler Dryden, moi j'avais dit c'est le beau-frère de Charlie Chaplin. Ben non, c'est le demi-frère de Charlie Chaplin. Et par exemple donc là on est en 1925, et ben Wheeler Dryden en 1921. Chaplin, qui, ça y est, maintenant, depuis 7 ou 8 ans qu'il fait des films, ça aussi j'avais un peu quelques approximations, là, je me disais, oh là là, Kafka, qui avait vu des charlots au cinéma, non, c'est bon, tout ça, c'est le travail collectif, et c'est génial qu'on puisse le faire ensemble, sinon, t'as l'impression de remuer des tas de sable à la petite cuillère. Bon, eh bien, Chaplin, dans le premier élan de sa fortune, il va faire revenir sa mère
de Londres. Elle est où, sa mère? À Londres, en hôpital psychiatrique. Et il l'installe en Californie. C'est comme ça que Wheeler Dryden va faire la connaissance de sa propre mère, grâce à son demi-frère. Eh bien, oui, il fréquente là la bande des Boys, et lui est tout fier de dire à sa tante, tu te rends compte, le demi-frère de Charlie Chaplin. Alors ça, c'était une chose. Et moi, j'avais tendance à dire, le problème, c'est qu'on a les lettres à ces deux tantes, la tante Liliane, la tante Annie. Bon, là, c'est sous le groupe, sous l'intitulé « Lettres à la famille », mais c'est essentiellement les deux tantes. Et là, moi, je disais, oh là là, oui, mais on n'a pas de lettres là pour ces journées-là. Et pourquoi je disais ça? Je ne m'étais pas aperçu que là, par exemple, c'est uniquement moi qui étais fautif, c'est-à-dire que j'avais ici deux cartes postales. Alors les cartes postales qu'il envoie à Lillian, donc qui sont dans ce moment-là, on a la lettre là du 22 janvier, on en a parlé, et le 2 février, une carte postale. Alors tu te demandes comment, sur une carte postale, il peut faire tenir tout ça. Bon, c'est bon, moi j'en ai vu des cartes postales de Lovecraft, avec des petits hiéroglyphes tout serrés, il réécrivait même là autour de l'adresse et du timbre tout ce qu'il n'avait pas réussi à dire. Et donc le 2 février, là on a ça, et on en a une autre le 9 février. Et c'est seulement le 10 février qu'il date une lettre, mais alors là, et qui fait 8, 10, une douzaine de pages, à sa tante Annie. Moi, je me disais, bon, c'est bien, quand on arrivera là début février, j'aurai l'appui. Alors, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que dans le début de cette lettre, il dit, voilà où j'en étais dans mon journal. Alors, Lovecraft n'a pas la même relation à Lillian Clark et Annie Gamwell, les deux sœurs de sa mère. Et on en avait parlé au tout début là, de notre enquête. Il a eu un rapport très fort aussi aux deux maris de ces dames. Gamwell qui était quelqu'un dans l'édition et Clark qui était médecin, ou le contraire, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, ça a été deux point d'appui pour lui qui avait perdu son père, et puis le grand-père qui meurt à 11 ans. Je pense que ça joue beaucoup dans cette relation extrêmement forte qu'il a aux deux vieilles dames. Lillian a 68 ans, et quand il reviendra à Providence, il va vivre avec Lillian jusqu'à son décès en 1933, si je ne me trompe pas. Et après le décès de Lillian, il déménage College Street, au 66, cette chambre-là qui deviendra légendaire aussi comme sa dernière étape. On a ces deux photos incroyables de Robert Barlow, qui a à l'époque 16-17 ans, mais qui est arrivé trop tard, venu du Texas en bus, en train, le plus vite possible, et puis qui évidemment arrive le surlendemain de l'enterrement. Et la chambre, elle est encore aménagée par Annie Gamwell, elle a mis des fleurs, et le réflexe de Barlow, c'est de photographier la chambre, la pièce à vivre de Lovecraft, avec sa table à écrire, avec ses piles de livres, et on a au moins ce document-là, c'est-à-dire Lovecraft dans sa pièce à écrire, mais évidemment, sans Lovecraft, puisqu'il est mort. Mais ces deux photos, quelle chance encore de les avoir. Mais donc le rapport à Lillian a quelque chose de plus proche, plus familier que sa relation avec Annie. C'est-à-dire que c'est Lillian qui vient le voir plusieurs fois à New York. Avec elle, donc il y a les cartes postales régulières. Il se téléphone. Il fait mention là de ce qu'ils se sont dit au téléphone. Et la lettre à Annie, elle est à intervalles plus longs, mais elle sert à Lovecraft de journal que tu fais pour toi, mais que tu envoies à l'autre. Et là, on comprend la fonction de cette toute petite note du carnet de 1925, c'est-à-dire se rappeler, ah ouais, quel jour j'ai porté les chaises à réparer. Et quel jour le gars est revenu me livrer les chaises.
je ne dis pas ça par hasard, puisque justement c'est ce qui va se passer là, ces jours-ci. Et donc il fallait que moi j'aille un peu plus loin, c'est-à-dire que je passe là les cartes postales à Liliane du 2, du 5 février, que j'aille le 10 février, et là je retrouve tout d'un coup ce qui s'est passé. Et là je vous l'ai remis, c'est-à-dire j'ai mis même un long extrait de la lettre en annexe de Lovecraft à Annie Gamwell, extrait de la lettre du 10 février, et donc justement concernant cette journée du 28. Et je vais faire mon mea culpa. Quant à mon journal, je vois que je vous ai écrit la dernière fois ce 27 janvier, et là par contre cette lettre, je n'ai pas de trace. On ne l'a pas. L'achèvement de l'épître constituant la conclusion de cette journée du 27. Et donc là, il reprend le 10 février, enfin la lettre postée le 10 février, le mercredi 28, le temps s'étant calmé, c'est-à-dire tempête de neige et blizzard depuis l'éclipse, Liliane a finalement fait le voyage. J'ai eu le plaisir de lui faire visiter le Metropolitan Museum plus en détail qu'auparavant, y compris un examen approfondi de l'aile américaine. Et là, pof, tout d'un coup, tu te dis... Encore 2 trucs à corriger, je vais pas m'en sortir. C'est-à-dire, la dernière fois que son épouse, Sonia, était venue à New York, ils avaient été ensemble visiter le musée historique de New York. Et puis, il parlait de la nouvelle aile américaine. Et ça, comme ils étaient Parkside Avenue à Brooklyn, moi j'avais interprété, tiens, c'est le musée de Brooklyn qui effectivement a une aile américaine. Non, c'est... le vieux Met, le Met du Central Park, qui s'est doté d'une aile consacrée, d'un bâtiment consacré à l'art américain. Et c'est un sacré symbole, là où on a pompé là, tous les Rembrandt, tous les Vermeer, et les Jérôme Bosch, ce qui fait du Met quelque chose d'infini, comme le Louvre. Et il avait écrit à Liliane, et ça, c'est pas des inventions, il faut absolument que quand vous revenez à New York, on aille le voir, ce musée historique. Ben non, en fait, il l'a emmené au Met, et l'aile américaine, c'était pas celle du musée de Brooklyn, c'était celle du Met. Bon, vous me direz, c'est du détail. Mais par exemple, ensuite, moi j'avais la mention dans le petit carnet Saint Regis. Alors j'avais trouvé, et dans ma vidéo, fièrement, le gars sûr de lui, Saint Regis, c'est un des plus prestigieux hôtels de New York. On est vers la 45e rue, donc on est juste là, en revenant du Met, à quelques centaines de mètres à peine, là, 2 ou 3 blocs de Grand Central, la gare. Et moi, j'avais dit, ils sont entrés peut-être par curiosité, parce que c'est le plus beau lieu de New York. Mais lui, il a dû prendre un café, puis une pâtisserie, puis elle a dû prendre un thé. Et je les vois pas manger. Ben si, regardez, nous avons ensuite dîné. Bon, là, il faudrait plutôt mettre déjeuner, parce que c'est toujours un petit peu ambivalent, surtout avec lui, qui se lève des fois à 13h30 ou 14h ou 15h. En tout cas, nous avons déjeuné au Saint Regis. Côte de veau pomme au four pour Liliane, côte de veau et Charlotte russe pour HPL. Parle de lui par ses initiales, puisqu'il parle des autres par initiales. Après quoi, je l'ai, à contre-cœur, ramené jusqu'à Grand Central pour un train à destination de Mount Vernon, de la bonne vieille compagnie NYNH, je ne saurais même pas le dire en anglais, qui m'a replongé dans le souvenir des trains de Bristol et Fall River. Et là, tout d'un coup, moi je me dis, mais merde, t'avais loupé ça. Qu'est-ce qui se passe? Il emmène la tante Liliane, il la ramène à Grand Central, il y a le train qui va la ramener à Providence, et c'est pas un de ces express, là. Non, c'est apparemment un bon vieux train d'une compagnie qui est une compagnie de la vieille Nouvelle-Angleterre. Et lui, tout d'un coup, est-ce que c'est l'odeur, est-ce que c'est les wagons, est-ce que c'est ce qui lui revient en mémoire? Et maintenant, on va avoir en permanence le fantôme de Providence et de la Nouvelle-Angleterre sous son séjour de New York. Tout d'un coup. Et là, franchement, tu dis, mais c'est pour ça, évidemment, qu'on fait ce boulot, c'est pas pour autre chose. Tout d'un coup, il a cette espèce de bouffée de nostalgie. Qu'est-ce que c'est Fall River? Alors, vous savez, vous avez Providence. Au nord, il y a Boston, là, à 50 minutes. Et quand vous rejoignez la côte, vous allez vers Newport.
Et juste avant Newport, on peut traverser, alors c'est toujours des rivières extrêmement encaissées, c'est le même profil qu'il va y avoir jusqu'au Newburyport d'Innsmouth, et puis là, c'est l'embranchement du Cape Cod. Et à cet embranchement, il y a une ville qui est New Bedford. New Bedford, c'est là où il y a le musée de la pêche à la baleine, dont s'est servi Melville pour Moby Dick. Il installe la scène, Queequeg, etc., à Nantucket, et Lovecraft fera à Nantucket le tour de l'île à bicyclette, les 32 kilomètres. Moi aussi, j'y suis allé à Nantucket. Ah ouais, mais les éléments dont s'est servi Melville, ben, c'est le port de Bedford, pas le port de Nantucket qui était le dernier embarquement avant de partir. Et bien là, quand on va soit vers Cape Cod, soit vers New Bedford, tout d'un coup on passe avec un viaduc sur une énorme rivière encaissée. Et Fall River, c'est une ville ouvrière. C'est encore tous ces bâtiments, de vieux bâtiments de briques, très austères, et puis on voit bien que c'est délaissé. Et c'était le pays des filatures. Mais tout d'un coup, là, quand il prononce Fall River, moi je me revois sur le viaduc arrivant sur ces vieilles filatures. Et là, c'est la suite des anciennes gares qui m'est revenue à l'esprit. Et là, tout d'un coup, il raconte tous les noms des gares de l'ancien tortillard. Et ça fait Providence, East Providence, Kettle Point, Silver Spring, Squantum, Vanity Fair, Beaumont, Riverside, Bullocks Point, Crescent Park, West Barrington, Nyack, Barrington, Hampton Roads, North Warren, Warren, East Warren, Parker's Mills. Et là, tout d'un coup, tu cherches Parker's Mills, c'est-à-dire ces usines textiles là, avec l'énergie hydraulique, là, les mills, les gros moulins hydrauliques. Et bien, tout d'un coup, là, j'ai une moisson d'images. Là, qu'est-ce que c'était en 1920, ces filatures? Et puis, Fall River, South Warren, Bristol Islands, Papaquash Road, Franklin Street, Charles Street, State Street. Et ensuite, eh ben, il revient, c'est-à-dire qu'il a passé le métro à se retrouver et à répéter la suite des petites gares où s'arrête le tortillard qui s'en va jusqu'à Newport ou jusqu'à New Bedford, en passant par Fall River. Peu après mon arrivée, au 169, ça on le savait, les boys s'y sont retrouvés pour la réunion dont j'étais l'hôte. Tous étaient présents, sauf Sonny, Frank Belknap Long. Ça, on l'avait reconstitué avec le carnet. Et Kirk, alors il dit à sa tante, Kirk s'est fait un papier à lettres en tête parce qu'il est en train de monter sa librairie d'occasion. Il prend une feuille de papier à lettres et il l'envoie à la tante fièrement, a noblement aidé à acheter et servir les rafraîchissements. C'est-à-dire qu'en bas, vous savez, il y a la cafétéria, le Tiffany, où ils vont tout le temps. Et bien, c'est Kirk qui a payé les cafés et les petites pâtisseries, qu'ensuite ils vont manger chez Lovecraft. Et là, Use China, la halte qu'ils ont faite dans ces petites boutiques d'occasion qu'il y a évidemment à Chinatown, et qu'ils connaissent bien, puisque l'autre jour, ils ont acheté plein de trucs pour l'anniversaire de Loveman, ou directement au Fulton Street, à Brooklyn, où il y a plein de ces petites boutiques d'occasion, offrant à ma nouvelle porcelaine bleue et à ma vaisselle japonaise en étain. Et moi, que je vais interpréter, je vais dire « Oh il s'est acheté des tasses et des soucoupes. Ouais, t'as gagné, ma gars. » Et puis, mais elle était chinoise ou elle était japonaise? Mais je savais plus, non? Ce qui est chinois, c'est bleu. Et puis, les trucs japonais, ils sont en étain. Et voilà, on a ça. Mais au moins, tout d'un coup, tu les vois mieux, les gars, en train de boire leur café. Et les efforts de Willard Dryden pour tenter de nous faire comprendre la théorie du déterminisme philosophique, sa principale bête noire en matière d'argumentation. Voilà, Dryden, ça a quoi? Et lui, il joue aussi là, dans cette époque-là dans les films de Stan Laurel, ça, je vais retrouver. Après la réunion, qui a duré jusqu'à environ 3 heures du matin, l'ensemble des participants se sont dispersés et sont allés se coucher tôt. 3 heures du matin, ouais, quand tu es habitué à te coucher à 5 heures ou 6 heures, c'est de bonne heure. Et bon, au moins, là, je suis retombé sur mes pieds. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, dit,
Là, ce matin, j'ai dit, tenez, je vous remets un PDF actualisé du 24, samedi, jour de l'éclipse, ce que j'ai corrigé. Eh bien, là, ce matin, les inscrits, ceux dont j'ai l'adresse mail, qu'est-ce que c'est chouette, eh bien, vous aurez donc le journal du 30, mais le correctif du 28. Alors, à partir de là, je me suis dit, ce serait peut-être bien de faire un petit point, là, sur... parce que des fois, tu dirais, mais le mec, il a qu'à faire son boulot, pas nous emmerder, quoi. Alors, de quoi je me sers, moi, dans l'ordi? J'avais envie de vous montrer un petit peu. C'est-à-dire, j'ai un dossier que j'appelle Lovecraft HPL 1925. Là, comme ça, je le retrouve tout seul. Et là, ben, j'ai les fichiers par jour. Et ça, c'est ce que je fabrique jour après jour. Donc là, celui que je vous ai montré, c'est celui du 28 qui est ici. Et évidemment, je l'enregistre en PDF. Ça, c'est un PDF vous voyez, qui fait 4 mégas, 7 mégas, 9 mégas, c'est du costaud. Et ça, je le dépose sur mon serveur. Sur le serveur, vous avez accès via le sommaire au PDF du jour. Des fois, j'oublie, mais heureusement, vous me le rappelez. Et par contre, par email, je fais une version allégée, optimisée, comme on dit, du PDF. Et vous voyez, celui qui fait là 4,3 mégas, eh bien, quand je l'envoie par mail, ça fait juste 1,2 mégas. C'est-à-dire qu'il passe, sinon, ils ont tendance à, les hotmails et tout ça, à vous le mettre en spam, mais c'est pas bien. Et qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai des graphismes, j'ai toute l'icono. Et là, chaque fois que j'ai mis une image dans ces petits PDF, wow, ben, je garde trace, au moins comme ça, je peux la retrouver. Mes articles du New York Times, ben, j'ai fait un dossier où toutes mes petites coupures de presse, une fois que ça y est, c'est prêt dans le PDF, eh ben, je les archive ici. J'ai un dossier où justement je note aussi les... ben, ça y est, maintenant je scanne les lettres à mesure, ou par exemple en ce moment, là, Dench, là, ce livre incroyable de 1915 qui s'appelle Tourner des films. Et là, moi, j'en suis maintenant à un bon tiers là, de transcription française, vous voyez, donc c'est ça, Dench, Ernest, 1919, Making the Movies, que je le mette bien dans la fenêtre, préface de l'auteur. Bon, tout ça, on y passe du temps, mais ça se prépare, quoi. Et donc j'ai les lettres, justement, là vous voyez la lettre de février, voilà, elle est ici, et j'en fais une transcription, et là j'ai, disons, un gros ours, mais qui n'est pas partageable, parce que c'est pas propre, c'est pas révisé, c'est pas, etc. Mais au moins j'ai des transcriptions françaises que je peux, là, justement, réinsérer, là, comme ce que je vous ai montré, dans les PDF. Donc ça, bon, évidemment, c'est tout simple. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai un fichier que j'appelle Lovecraft Global. Alors lui, il est mastoc, le Word même est relativement lent. Pareil, on va bien le centrer sur la fenêtre. Eh bien, ce fichier, je l'avais ouvert en 2015, sous forme de blog, parce que en 2015, par rapport à l'année 1925, le 6 janvier était un mardi en 2015, comme en 1925. Il n'y a pas la petite journée d'écart, là, qui des fois me met un petit peu, là, dans, je ne sais plus trop, je titube comme un homme ivre. Non, c'est bon, je reste sobre. Mais ce travail, je l'ai fait, et c'est parce que ce travail me fascinait. Par exemple, les articles du New York Times, ils sont là. Le premier débroussaillage, c'est-à-dire la transcription. Alors cette transcription, j'ai rien eu à faire. Elle était, bon, par exemple là, dans les 5 volumes chez Hippocampus, la Collected Essays, volume 5, philosophie, autobiographie. D'ailleurs, il y a une très belle autobio, d'ailleurs, qu'il faut que je vous remette là dans les documents. Mais c'est quoi le boulot qu'on fait? Là, vous voyez, la transcription... en gros, tu as une page par mois. Une page, tu bloques un mois. Mais au moins, il y avait... Alors, des fois, nous, on interprète différemment que Yoshi. Ça y est, c'est l'avantage du travail collectif. C'est-à-dire que dans le monde américain, il n'y a jamais eu autre chose que ça, quoi. Et là, moi, c'est ça, quand je suis arrivé à la John Hay Library... j'avais eu la chance de pouvoir solliciter aussi une mission Stendhal. Financièrement, ça aidait un petit peu. Bon, ça payait une partie, ça payait le billet d'avion et puis
petite partie du séjour. Mais tout d'un coup, donc, je demande la boîte d'archives avec le journal 2025. On m'amène comme un carton. Et dans ce carton, il y avait justement, non pas un carnet, mais il y en avait 3 ou 4. Et il y avait en particulier le petit classeur, là, 2 versions, la version dactylographiée et la version manuscrite du Commonplace Book. Le Commonplace Book, pour moi, c'était une vague liste, une liste de 3 pages. Et puis un autre petit calepin, et c'était compliqué parce que c'est un calepin écrit en 1933, mais il s'est servi en 1933 d'un calepin un peu luxueux à tranche dorée. Voilà. Et j'en ai trouvé un sur eBay, vous voyez, la tranche dorée. Celui-ci, il est de 33, mais c'était un carnet de 1927 offert au 1er janvier 1927 par Sonia, l'année même du divorce. Et ce carnet, en fait, il ne s'en est pas servi. Il lui faut des carnets populaires, des tout petits, on sait qu'il en a un tous les ans, mais il ne s'est peut-être pas servi du carnet de Sonia. Par contre, en 1933, il utilise le carnet à tranche dorée luxueux offert par Sonia, alors qu'ils sont déjà séparés, pour prendre ce que moi j'ai appelé le carnet 1933, c'est-à-dire éléments d'un récit d'horreur, les compressions d'Edgar Poe, les sujets d'histoire surnaturelle. Et moi j'ai cette transcription là sur laquelle, alors c'est pareil aussi, là c'est un aparté, mais bon, on est là entre convaincus. Vous êtes souvent à me dire, mais je voudrais tel livre, je voudrais tel livre. Ouais, mais là je mets en stand-by, tu comprends, tout ça. Je pense que ça me fait tellement avancer ce boulot là sur le journal que on fait autre chose, quoi. Les traductions, on rouvrira le dossier après. 2e étape, mais ce sera génial. Par contre, je vais refaire les lectures à voix haute. Alors, toute l'année 2015, j'avais déjà ce principe, c'est-à-dire la transcription en français. Ça, en gros, maintenant, là, ça, je corrige, mais j'ai une base pour corriger, réinterpréter, travailler. Mais je vous assure que là, tout le boulot, il est pas à refaire, non, mais 10 ans après, je voyais tout autrement. Indépendamment du fait que, par exemple, les lettres à la famille, on avait les lettres à New York. Là. Et heureusement, cette édition, c'est même pire que ça, j'en ai eu 2. Parce qu'une fois, c'était en Sicile, alors je ne sais plus l'année, et je l'ai oublié. J'oubliais cela sur une petite crique, là, et puis ensuite, merde, tu refais 20 minutes de bagnole, 30 virages, tu recavales dans les trucs, tu arrives là pile où tu étais. Non. Le bouquin, il a dû se retrouver chez un bouquiniste italien ou j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, je l'ai racheté et ce truc, ça, longtemps, mais ouais, mais regarde, quand ça devient, hop là, cette épaisseur-là au lieu de cette épaisseur-là, c'est que ça, c'était des trucs abrégés. Et justement, je peux pas en vouloir à Yoshi. Ce qu'il abrégeait, c'était les petits détails. Or, nous, c'est ces petits détails qui nous ramènent à l'écriture. Et la sélection de journaux, d'articles du Times, heureusement, parce que là, je devrais le refaire. Waouh, là, j'aurais pas tenu le mois. Donc, j'ai cette base. Et cette base, vous voyez, 15 janvier, tout ça. Maintenant, là, par exemple, à chaque fois que je finalise mon petit PDF du jour, je le reporte, la version finalisée, à l'intérieur du gros fichier global. Et là, par contre, c'était celui-ci qui faisait la référence, alors que là, maintenant, j'ai d'un côté les compiles, de l'autre côté, là, il faut encore que j'améliore le truc. Et j'ai fait ça, j'ai continué justement à Providence. Vous voyez, le mois d'avril, alors c'est pas mis en forme là, parce que tout ça est transféré, mais au moins, tout est là. Et en gros, j'ai continué, y compris sur le mois de juillet, sur le mois d'août, là-bas, directement, chaque jour. Ouais, là, on est au mois de mai. Et le fichier, là, il fait 500 pages. 500 énormes pages. À la John Hay, dans ces 2 mois, là, à un moment donné, tu vois, j'avais le Commonplace Book, j'avais 2 mois là-bas. Il fallait absolument que je débroussaille cette transcription, que j'archive là, les versions que je voyais, la version dactylographiée par Barlow, qu'est-ce qui tenait aux corrections manuscrites apportées par Lovecraft sur le dactylogramme de Barlow. Et d'un autre côté, il y avait ce carnet là, 1927, enfin le carnet de 1927
écrit, rempli dans les deux sens en 1933. Là aussi, il y avait tout ça. Et puis, je m'étais mis à traduire parce qu'il fallait que je continue ça. Et quand tu ouvres la machine de Montagne de la Folie, bon, à un moment donné, ben, ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup et j'ai calé. Mais après, tu te dis, c'est pas, tu cales pas par manque d'énergie ou trucs comme ça. Même si c'était des années, bon, j'avais à 2015, bah ouais, j'ai ce boulot d'enseigner en école d'art. Bon, mais ça n'empêche pas. Le problème, ça a été qu'il fallait que j'étais passé à une autre dimension. Et donc, quand on arrive après au 1er septembre, ben voilà, là, je dois être au mois de septembre. Là, j'ai les transcriptions américaines. Là, en gros, j'avais les transcriptions du hiéroglyphe. Donc, par exemple, si je le formate, Core Diary, c'est ça. Core Diary FR, c'est ça. Et ben, j'ai plus les articles du New York Times. Mais c'est pas grave. Maintenant, je vis dedans, donc ça sera facile à refaire. Mais donc, à partir de septembre, tout le dernier trimestre, vous voyez, octobre, ça ressemble à ça. Et bon, c'est resté en plan. C'est resté en plan, mais au moins, j'ai cette base-là. Alors, là, maintenant, donc j'arrive à ça, et tu te dis, mais comment les pauvres, si tu veux retrouver, ah oui, tiens, l'éclipse, c'était quel jour, et tout ça. Donc, à un moment donné, j'étais parti dans l'idée, au bout de l'année, c'est-à-dire janvier 2026, eh bien, je ferais un gros livre. Dans ma tête, même au départ, c'était un livre grand format, avec une double page, où il y avait sur cette double page ce qui tenait à Lovecraft, ce qui tenait aux commentaires, ce qui tenait aux annexes, et la page de gauche, c'était uniquement l'iconographie, le truc. Ben ouais, mais ça y est, ça s'est explosé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait là aujourd'hui pour m'y retrouver, moi? Eh ben, j'ai ouvert là, donc c'est le dossier jour, j'ai ouvert un dossier moi, pour voir à quoi ça ressemblerait. Et voilà ce que ça donne. On compile, alors si je fais un export PDF, pareil, on fait présentation 2 pages et je le cale dans ma petite fenêtre de copie-écran. Cahier mensuel numéro 1, janvier 2025, une année avec Lovecraft. Et il y a aussi ça qui, pour moi, était une décision. C'est-à-dire, s'il y a un éditeur fou qui me dit « Ok, on le fait ensemble, et puis on avance tous les mois, tu me donnes l'ours, et puis on le fait », hop là, deal. Si en janvier, on me dit « Tiens, ça y est, moi je veux bien faire un truc en 2 tomes, à 1200 pages », deal. Mais en attendant, moi je le fais avec mes petits moyens. C'est-à-dire que là, j'ai fait ça là, déjà dans Tiers Livre, avec par exemple un truc qui date aussi de cette époque-là, non, un peu avant. La Terre est morte à Buffalo. C'est-à-dire, on peut imprimer des images couleurs, ça sort proprement. Encore celles-ci, c'est des Google Earth, ce ne sont pas de grosses résolutions. Donc ce serait ce format. Mais en même temps, le truc souple, là, vous voyez, par exemple, en impression à la demande, aussi, le truc de Dench, vous voyez, c'est pareil, ce serait ce format, mais bon, tu vois, c'est pas comme ça. Moi, maintenant, je travaille avec des couvertures cartonnées, tu vois, 40 exercices pour mes carnets d'écrivain, carnet. Bah ouais, c'est là que je trouve, moi, il faut du sens. Donc, ce sera ça, mais un petit peu plus grand, mais celui de janvier. De toute façon, la compile PDF, toutes les personnes inscrites là, évidemment, vous y aurez accès. Mais je vais faire une version papier, imprimée, et peut-être qu'il n'y aura que moi, c'est pas gênant. Et ben, à la fin de l'année, comme j'ai le Littré en 8 volumes, comme j'ai mon Balzac en 18 volumes, eh bien, j'aurai mon Lovecraft en 12 volumes, un par mois. 1925, 1, 1925, 2, 1925. Pareil, ce qui m'a soulagé ce matin en faisant cette première compile, si c'est avec un éditeur, bon, c'est lui qui va à la pêche au droit. Tu peux pas reproduire
300 articles du New York Times, même de 1925, ça leur appartient, c'est sous copyright, c'est pris de leur site. Donc voilà, les photos, bon, moi la plupart, elles sont, c'est des banques publiques, New York Public Library, des choses comme ça, beaucoup de sites d'archives, enfin c'est merveilleux. Il y a des fous. J'ai l'honneur, je candidate à l'univers des fous. Et il y en a qui travaillent sur l'histoire des coiffeurs dans New York ce matin, j'ai trouvé, puisque justement demain, vous savez quoi, là, qu'il a fait la vaisselle, il fallait se faire couper les cheveux. Eh ben, là, dans mon ordi, là, j'ai toute une série de photos retrouvées de qu'est-ce que c'est les petits salons de coiffure entre 1920 et 1930 à Brooklyn. Et tu te régales. Donc cette édition que je vais faire, PDF, ce sera pour vous, là, les inscrits, et la version papier, elle ne sera pas en vente. Ce sera uniquement sur demande et évidemment à prix coûtant. Et s'il y a 2 ou 3 personnes que ça intéresse, tant mieux. Mais moi, j'ai besoin de matérialiser cette avance. Alors, quoi il ressemble, là, je ne me suis pas foulé parce que je me disais, tu vois, dans le gros Word projet, le Word global, il n'y a que la version texte. Là, maintenant, je ne me vois plus faire ça. Donc, il y a les petits bandeaux. Donc, il y a la date avec le facsimilé. Friday 2, 1925, vendredi 2 janvier. Bon, ça, vous êtes habitués à ça. Et j'ai gardé toute la recherche iconographique. Alors, évidemment, elle va être nettement plus dans la mise en page. Ça change quand tu vois ça. Et simplement, pour janvier, ça me fait un livre de 160 pages. Ça veut dire que c'est pas un livre de 700 pages qui est au bout. Ça va être 10 livres de 150 ou 160 pages. Et quelque part, c'est ça dont j'avais besoin, moi. C'est presque quasi ma thérapie. Alors évidemment, ce sera à couleur. Il y a évidemment beaucoup de noir et blanc, mais tous ces trucs sépia, tous ces trucs colorisés, je veux absolument les garder aussi. Il y a énormément de trucs, vous voyez, en nuances de gris, mais quand tu as la chance d'avoir le zoo du Bronx en 1925, des cartes postales colorisées à la main, mais que toi, justement, c'est le jour où Lovecraft et Sonia vont voir une exposition parce qu'ils voulaient voir cette expo de reptiles, tu le gardes. Donc voilà, maintenant ça y est, et le fait de dire, ça aussi, c'est carte postale couleur, c'est formidable, les cartes des restaurants. Donc mine de rien, si je passe là au Word, où est-ce qu'il est le Word? Il est ici. Donc voilà, le même là, cette fois. Là, je ne travaille pas en InDesign, je vais rester dans quelque chose de simple, de brut, sinon je ne m'en tirerais pas s'il fallait passer à InDesign. Mais en gros, Word, c'est en 2016, a eu l'élégance de pomper toutes les fonctions basiques de InDesign. Donc en gros, on a tous les numérotations de pages avec les sauts de section, la gestion dynamique des bas de page, tout ça, donc ça va. Mais si je regarde le chemin de fer, voilà, on va le voir apparaître, le chemin de fer, hop là. Si même je peux encore le réduire, vous voyez que la gamme des couleurs est suffisamment vaste pour que tu ne vas pas mettre, si tu as Houdini en couleur, tu ne vas pas mettre Houdini en noir et blanc, quoi. Voilà. Et vous voyez que la proportion de texte et d'iconographie, même si je garde l'ensemble de ce que j'ai été pêché dans le Times, c'est quand même du texte. Voilà. Donc ça ressemblera à ça. Et puis l'irruption, vous voyez, il y a les annexes. C'est-à-dire que tout ce qui est là, les documents traduits, insérés, évidemment, je les garde. Voilà. Donc, soulagé ce matin, de 7h là, jusqu'à 15h et quelques, c'était fabriquer ma compile janvier jusqu'au 25, il reste là mes 5 derniers jours à faire. Mais maintenant, je sais sur quel pied je danse et que le livre papier, je le fais pour moi. Évidemment pour les volontaires, et évidemment ce ne sera pas une question de thunes, c'est juste tout ça sera fait à ciel ouvert. Je pense qu'à fabriquer un truc comme ça, couleur de 160 pages, en gros, il faut 10-11 balles, quoi. Donc tu rajoutes le Colissimo à 8 balles. En gros, si vous le voulez, vous l'aurez. Mais moi, en tout cas, c'est de fabriquer cette masse-là, mais je la garde hors commerce.
parce que sinon, pour les questions de droit, c'est pas gérable, pas à mon échelle. Allez, il manque quoi? Bah justement, le 30. Alors il se passe quoi le 30? Le 30, on n'a que 2 lignes. Up late, bah ouais, ils se sont levés tard. Et là, il y avait cette notation. Went Flatbush for Fern Mendor. T'es capable de deviner ça, toi? Eh oui, mais là, justement, tu reprends la carte postale à Liliane. Il avait 2 chaises à rempailler, ou bien 2 chaises qui étaient moitié effondrées. Il les a portées à un petit artisan de Flatbush. Il n'a pas de chaise chez lui. Quand les copains viennent, on se serre là comme on peut sur le canapé. Eh ben, il y a un fauteuil Maurice, un fauteuil à bascule, mais le gars, il lui avait porté les chaises et le gars n'avait rien fait. Il vous l'a secoué, Lovecraft, avec sa haute voix, comme ça. Et savez-vous quoi? Dès le lendemain, il va les lui rapporter. Mais ça, c'est demain, je ne vais pas spoiler. Donc, went Flatbush for Fernmander, aller jusqu'à Flatbush pour secouer le réparateur de chaises. Puis ensuite, il revient chez lui, read and wrote. Et puis là, tu lis, t'écris, tu lis, t'écris. Alors, il va se décider là-haut. Eh ouais, ça y est, ouf, là-haut. Kirk appelle. Ah, ouf, allons manger. Ou allons prendre un café. Puis le soir, vous savez, Sonia avait fait cette conférence là pour les cadres de son entreprise. Eh bien, là, la conférence va être publiée. Il la révise. Et grand événement dans le journal, on va y aller voir, même si vous peut-être vous en avez marre, un sous-marin, le S-48, qui s'est échoué. Alors, vous verrez les circonstances du sauvetage. Il y a un matelot, voyons, en plein janvier, ce que c'est que de sortir dans l'eau, là, à 9 degrés. Eh ben, il passe par le tube lance-torpille, il arrive à rejoindre la surface, à appeler un cargo qui va l'apercevoir et vont finalement sauver tous les 35 marins. Et là, comme on est en 1925, eh bien, on a des photos là de l'échouage, de véritables photos magnifiques et tout ça. J'ai traduit un petit article, mais ça, on va aller voir directement dans le journal. Et on va le faire bref. Voilà le New York Times du jour. Il y a un très bel article, donc, qui est toujours ceux-là que souvent je vais aller voir, qui sont en bas de la une. Il fait froid à New York, ouais, il fait froid. On a retrouvé à Battery Park. Vous voyez ce que c'est? Un pauvre type mort de froid. Eh bien, ce type, il avait 108 ans. Et ses copains l'ont reconnu. Il s'appelait Myron Crozier. Et il a 100 descendants vivants. 2 mois plus tôt, il a enterré son fils aîné. Il avait 80 ans, le fils aîné. Mais oui, mais dans Lovecraft, combien tu en as de ces vieux bonshommes, là? Regardez dans Innsmouth, regardez dans celui qui s'appelle The Picture on the Wall, le portrait sur le mur, de ces vieux bonshommes, là, qui font intercesseurs, ces bonshommes sans âge, qui sont dépositaires de toute une histoire. Eh bien, lui, il était né en 1817. Vous voyez, 108 ans. Alors, évidemment, des faits divers, il y en a plein, des bandits, un gamin qui trouve un pistolet et qui tue un camarade d'école parce qu'il avait voulu voir si le pistolet marchait encore. Bon, ça c'est du banal. Notre pianiste, Ethel Leginska, tout d'un coup, elle devient un personnage. Là, qu'est-ce que fait la police? Eh bien, on l'a lancé un appel par la radio pour la retrouver, puisqu'elle est toujours absente, mais tous les jours, on a donc des nouvelles, enfin plutôt des non-nouvelles de Ethel Leginska, et maintenant, moi, j'y suis attaché, d'autant que j'entends ces enregistrements de 1926 avec Rachmaninoff, avec la rhapsodie hongroise de Liszt, les attaques à main armée, les grands bandits, les vols et tout ça. J'ai trouvé un article qui m'a plus ému. Je crois que je l'ai passé. C'est la famine en Irlande. C'est quand il n'y a plus de pommes de terre en Irlande. Eh ben, moi, ce que je revois, c'est que donc les bateaux d'Irlande, ils remontent là, le fleuve. Je n'appelle jamais le Saint-Laurent, puisque au Québec, personne ne l'appelle comme ça. Et il remonte jusqu'à Québec. Et là, il y a une île qui s'appelle Grosse-Île. Et sur Grosse-Île, il y a un cimetière. Justement, des tas et des tas de Nord-Irlandais. Même ceux qui mouraient en voyage, on les balançait à l'eau parce qu'il y avait la diphtérie et tout ça. Et là, on les gardait en quarantaine.
sur cette île battue par le vent en plein milieu du fleuve. Et une fois la quarantaine passée, là, bon, direction Québec, et à Québec, sur une rive, c'est Lévis. Et puis le train pour Albany et Boston, en tout cas l'immigration côté US, ou bien tu restes à Québec, et là, bah, tu files vers Montréal ou autre, c'est l'immigration québécoise. Ben là, cette année, encore détresse, plus de pommes de terre en Irlande, et tout d'un coup, tu les vois, tous ces bateaux immigrés. Regardez ce poêle, il est génial. Le matin, tu mets ton charbon dedans. Ensuite, ta femme peut s'en occuper toute seule pendant que toi, tu es au bureau. Voilà, tous ces petits portraits d'époque. Je n'ai pas pris grand-chose d'autre. À demain. Mais je voulais qu'on fasse le point. Puis si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a de la place. Il y a de la place jusqu'au 6 janvier 2026. Mais attendez pas, quand même.